Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Atari, l'émission de débat de Criticat. Nous parlons aujourd'hui des menus plaisirs, Les Trois Gros, le nouveau film de Frédéric Wiseman, retour au documentaire après la parenthèse fictionnelle Un couple. Et donc ce film suit plus logiquement City Hall, qui était son dernier documentaire sorti en 2020 consacré à la mairie de Boston, que nous avions beaucoup défendu. Je sais qu'il était premier de mon top en 2020, je m'en souviens. Josué, peut-être je suis accompagné de Josué Morel, Bonjour Marin. pour parler de ce film. Pour commencer, peut-être on peut se poser la question, qu'est-ce qui intéresse Frédéric Wiseman dans ce sujet, à savoir donc le restaurant, les différents restaurants de la famille Trois Gros, et principalement un restaurant 3 étoiles qui sont situés dans le département de la Loire. Alors oui, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire, déjà, rappeler, on va pas résumer la carrière de Wiseman, hein, mais moi je trouve que Wiseman en particulier, ses derniers films étaient sur une dynamique, en tout cas sur ses documentaires, parce qu'un couple était quand même une parenthèse assez ratée, assez passionnante. C'est-à-dire que Wiseman est un grand documentariste, mais dont les films sont parfois un peu inégaux, même à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des films de 3 à 4 heures, où on navigue, où il y a des choses qui sont vraiment passionnantes, d'autres qui le sont un peu moins. Et c'est vrai que j'avais particulièrement apprécié le resserrement qu'il opérait dans Monrovia, Indiana, enfin resserrement relatif, puisque le film quand même durait 2h40 je crois, mais où du moins je trouvais que son regard de documentariste s'inscrivait vraiment dans une logique purement dynamique de montage, voire même presque de découpage, dans la manière dont il réorchestrait au montage des actions. Et City Hall, qui était un peu plus ample et qui revenait à une veine, on va dire, un peu plus institutionnelle au sens général, c'est-à-dire vraiment filmer une institution, filmer son fonctionnement, filmer ses rouages, était lui tout aussi passionnant. Et c'est vrai que Trois Gros est peut-être un poil en dessous, même si le film est toujours localement vraiment très stimulant. Mais c'est vrai qu'il faut partir de cette question, c'est-à-dire pourquoi un restaurant gastronomique? Puis alors, on va y revenir, mais ça implique un changement aussi de milieu, c'est-à-dire que quand même, Wiseman, même s'il a beaucoup filmé des institutions culturelles, c'est un cinéaste qui a beaucoup filmé d'hôpitaux, qui a filmé une université, enfin voilà, qui a aussi filmé des questions, en fin de compte, de classe, des questions aussi de milieu populaire, etc. Là, au contraire, on serait dans un peu un entre-soi bourgeois, et on va d'ailleurs y revenir. Moi, je pense que ce qui l'intéresse fondamentalement, plus encore que la gastronomie, même si c'est lié, c'est la nourriture. Et alors, pourquoi Wiseman veut filmer la nourriture? C'est que je crois que le nœud, et d'ailleurs, il commence sur un marché, il commence sur les matières premières. C'est l'idée que quelque part la gastronomie ce serait peut-être l'incarnation suprême de la civilisation, c'est-à-dire de la transformation d'un élément naturel en un rituel hyper sophistiqué. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit dans le film? On voit l'action commune à toutes les espèces, à savoir se nourrir, qui est transformée en une espèce de rituel quasiment aristocratique, très codifié, très élaboré, très sophistiqué, et que quelque part, en particulier les Trois Gros, qui a déménagé il y a quelques années pour être plus, qui n'est plus dans un centre-ville, donc le restaurant Rouen. principal. Ils étaient dans la ville de Rouen, et Voilà, c'est ça. effectivement, ils sont partis au milieu de la campagne, en fait. Exactement. Et donc le restaurant lui-même est un espèce de lieu d'un point de vue architectural très sophistiqué, mais avec des grandes vitres, des grandes baies vitrées qui ouvrent sur le dehors. Et donc il y aurait cette espèce d'intrication permanente entre, pour dire les choses grossièrement, la nature, la civilisation, et que quelque part, la cuisine gastronomique serait le foyer de ça. Et je pense que le cœur battant du film, là où il est vraiment le plus passionnant, c'est le service. C'est-à-dire quand il filme vraiment un midi ou une soirée entière où on voit vraiment la transformation étape par étape de la matière première, des légumes, de la viande, si on va revenir sur cette question. Donc en fait le passage de la casserole à l'assiette et tout ce que ça implique à la fois en termes de transformation, puisque la cuisine c'est ça, c'est de la transformation, et aussi évidemment de milieu social, hein. Je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse, et que ce cœur battant à la fois est passionnant et en même temps il se couple un peu à deux écueils, c'est-à-dire d'une part quelque chose qui serait un peu plus mécanique dans le montage, qui serait en gros la partie un peu là encore institutionnelle, c'est-à-dire qui filmerait en fait un peu toute la chaîne de cette transformation-là, c'est-à-dire qu'il y aura des incises sur la fromagerie, sur un potager, etc. Et qu'il y a quelque chose d'un peu plus informatif qui s'inscrit dans une dynamique générale, c'est-à-dire qu'on montre aussi les coulisses, qui ne seraient pas seulement la cuisine, mais qui seraient la sélection des ingrédients, le contact avec les partenaires, etc. Donc ce plan-là que je trouve un peu moins inspiré, pour être honnête. D'ailleurs, il y a, voilà, quand on commence à parler de fromage ou de la salade des tomates, moi je trouve
que c'est là que le film trouve un peu son creux. Et puis il y aurait un autre, et là ça m'embête un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une spécificité des restaurants gastronomiques, on va dire en tout cas des restaurants qui ont un certain standing, on va dire, c'est que le chef cuisinier n'est pas seulement le cuisinier, c'est aussi une forme de monsieur loyal qui vient aux tables, qui discute avec les clients et qui en fait Qui communique. fait visiter la cuisine. Qui fait visiter la cuisine, voilà. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui montre son lieu de tournage. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est aussi un metteur en scène. Et là où ça m'embête, c'est que pour la première fois chez Wiseman, j'ai l'impression que la caméra n'arrive pas à se faire complètement oublier. C'est-à-dire que par exemple, je vais donner une scène très précise. On voit le patriarche qui est Michel Troisgros, si je ne me trompe pas, C'est ça. qui commente avec l'un de ses lieutenants, parce que c'est un peu de ça, il y a un côté général, la nouvelle carte des vins. Et il parle de l'acquisition de bouteilles, etc. Et à un moment, il a une phrase, il dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est cher quand même, mais bon, voilà, c'est du standing, etc. » Et je trouve que dans son exclamation... C'est pour une bouteille à 15 000 euros. Voilà, il faut une bouteille à 15 000 euros. Je trouve que, en fait, là, je n'arrive pas à croire que ce personnage s'exprime de cette manière sans avoir conscience de la caméra. C'est-à-dire que je pense que si la caméra n'était pas là, il l'aurait peut-être formulé d'une manière, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il parle aussi, sans regarder la caméra, il parle un peu aussi au spectateur et il est quelque part un peu obligé de se dédouaner ou du moins de justifier quand même les espèces de montants absolument ahurissants que représentent ces bouteilles. Et en fin de compte, d'une certaine manière, là, le film tomberait dans un écueil que le cinéma de Wiseman avait jusqu'ici réussi assez habilement d'ailleurs à éviter, qui serait celui en fait de l'entreprise promotionnelle. C'est-à-dire que le film est à la limite par moment, on risque d'être un peu dur de l'info commerciale, quoi. Et qui a toujours eu ça chez Wiseman parce qu'il a filmé des gens qui présentent leur travail institutionnel. Il a filmé un maire, donc aussi un communicant dans son dernier film, dans City Hall. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lui échappe un petit peu. C'est peut-être lié à la langue, parce que le film est intégralement en français, il faut aussi le préciser. Hein. On est un peu loin aussi des lieux. Alors, il a déjà filmé. Il a déjà fait le ballet, notamment. En France tout à fait. Aussi. Il avait déjà filmé, c'est vrai, notamment l'opéra, si je ne me trompe pas. Le ballet, ouais, l'opéra. Mais c'est vrai que là, en particulier, j'ai l'impression quand même qu'il se fait quelque part un peu rattraper par un communicant et un autre metteur en scène que serait Michel Troisgros, d'une certaine manière. Bah, c'est aussi lié au fait que ce restaurant est une institution privée, là où Wiseman est aussi plus habitué à observer les rouages d'une institution publique qui n'a pas besoin de lui. Enfin, là, effectivement, le restaurant n'a pas besoin de lui, mais qui, en tout cas, n'a pas à considérer le regard qu'on porte sur elle, quelque part. Et là, on a l'impression que les différents chefs des restaurants font très attention à ce qu'ils montrent, puisque en fait, comme tu l'as dit, le chef principal, le Michel Troisgros, comme ça se fait dans des restaurants 3 étoiles, aime à venir aux tables pour discuter avec les clients, aime à montrer la cuisine, et quelque part, c'est un peu une version longue de ce qu'il montre aux clients qu'il dévoile à Wiseman. Et d'ailleurs, Wiseman, en fait, a été client de ce restaurant. Il le raconte dans un entretien que j'ai lu. Et effectivement, le chef est venu les voir et comme ça, il n'avait pas préparé cette idée-là, mais il lui a demandé s'il pouvait... Est-ce que ce serait envisageable de venir tourner un documentaire à cet endroit-là? Ah, donc c'est pas Wiseman qui a proposé à Troisgros, c'est Troisgros qui a proposé à Wiseman. Ah non, ouais, c'est Wiseman qui a proposé, mais il n'y avait pas pensé. Il n'était pas venu au restaurant pour ça. C'était la première fois qu'il allait dans un 3 étoiles. Pour la petite anecdote, pour remercier les gens qui l'ont hébergé pendant le confinement en France, puisque Wiseman réside en France et il n'était pas très loin de ce restaurant, en fait. Et pour les remercier à la fin du confinement, il les a invités là. Enfin, parenthèse fermée. Mais c'est vrai que voilà, le film est un peu coincé dans ce sentiment de clientèle, en fait. Enfin, que la personne qui filme a été client de cet endroit, là où Wiseman est plutôt normalement un observateur parfaitement extérieur. Que ce soit, pour citer les exemples récents, à Boston, où il n'est pas du tout résident de Boston, donc il filme la mairie quelque part, ça ne le concerne pas directement, Mais d'ailleurs, il y a ou un à la effet, New York ouais. Public Library, ou à Berkeley.
et on peut remonter plus Il loin. y a un effet un peu immédiat là-dessus. Moi, je trouve ça très troublant si on sort du film. Bon, alors, il y a plein de choses qu'on peut redire sur ce restaurant. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas spécialement envie de frayer avec cette clientèle-là. Mais c'est-à-dire que quand on sort du film, il faut quand même le confesser, on n'a un peu qu'une envie, c'est d'aller manger là-bas, tu vois. Alors qu'on n'a pas envie d'être résident de Boston, on n'a pas envie d'étudier à Berkeley, ou on n'a pas envie d'habiter dans le quartier de Jackson Heights à l'issue de ces En fait, films-là, tu vois. ce film-là, du coup, rentre plus dans la sous-catégorie des films de Wiseman consacrés effectivement à des institutions culturelles comme le ballet de Paris ou la National Gallery à Londres. Et quelque part, ça l'intéresse de voir un petit peu le dessous de l'œuvre gastronomique. Et là où c'est intéressant, parce que je parlais plutôt de ce que j'aime dans le film pour commencer, c'est justement, je trouve, dans la circulation permanente opérée par le montage des plats qui vont être composés. C'est-à-dire que je crois qu'on attend 1 heure et demie dans le film avant de voir pour la première fois des clients et donc les restaurants. J'avais regardé ma montre. Et avant ça, par contre, on voit énormément de préparation, mais sans le didactisme des émissions de télévisée culinaire, par exemple, que je ne pense pas que Wiseman regarde. Et c'est-à-dire qu'on voit voilà, énormément de préparations assez étranges, avec beaucoup de précision dans les gestes, mais pour des résultats qu'on ne comprend pas très bien. Et en fait, parfois, on va un peu oublier des choses qu'on a vues. Par exemple, je pense à un chef qui, à un moment, fait des espèces de petites structures en chocolat qui ont l'air d'être des signatures. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est extrêmement étrange de faire ça. Et on va les retrouver peut-être 2 heures plus tard dans un plat et on aura compris. Et je trouve qu'il y a quelque chose, disons, dans la pure... comment dire, la pure traversée des signes dans le film qui est assez jouissif, voilà, de voir apparaître et disparaître des aliments et de comprendre comme ça comment sont élaborées des recettes. Et en fait, la question de la recette est assez centrale dans le film et donne, à mon avis, les meilleures scènes quand on rentre vraiment dans la cuisine, quelque part, mais la cuisine intellectuelle de comment se fait un plat. Il y a une scène assez marrante au début sur un plat avec de l'asperge, du sureau et des amandes, et on voit les allers-retours. Alors oui, ça c'est intéressant parce que, juste pour préciser, hein, c'est-à-dire qu'on voit des plats en train d'être faits et on voit aussi des scènes de dialogue Ouais. où en fait on élabore un menu. Et là, c'est une scène où on élabore, il me Tout à semble, un fait. menu. Et ça, je trouve ça si passionnant là-dessus parce que ça renvoie un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que ce serait la cuisine? Ça serait de l'alchimie. Ça serait vraiment de la transformation, une espèce d'opération. Donc à la fois, on va préparer presque théoriquement les plats en discutant et en essayant aussi de retranscrire le goût, l'alliage de 2 ou 3 aliments, de ce qu'ajoute tel ou tel condiment, etc. On voit aussi la préparation, et puis il y aura aussi des scènes de dégustation où du moins le chef essaye tel ou tel plat, le commente, affine, etc. Et je trouve que les scènes de préparation, les scènes de discussion, on prépare un peu comme un plan de bataille, un repas, et c'est vrai que c'est une opération assez détaillée, assez étoffée, sont assez passionnantes, hein, vraiment des espèces presque de négociations sur les ingrédients, etc. On se rend compte que les plats ne sont jamais finis, ce qu'on n'imagine pas forcément sur ce type de restaurant, où on imagine peut-être que ce qui est servi à la carte est forcément l'élaboration parfaite. En fait, on se rend compte que voilà, c'est toujours en mutation perpétuelle. Et donc là-dessus, je trouve le film assez intéressant. D'ailleurs, on voit, après cette discussion des asperges, peut-être 3 heures plus tard dans le film, il y a un plat avec des asperges avec effectivement de l'amande, mais il n'y a plus le sureau. On ne sait plus si c'est exactement ça dont il est question. Mais voilà, il y a une vraie circulation des idées culinaires dans le film qui est très intéressante. Et même si, bon, tu as parlé de détours pas forcément nécessaires vers la fromagerie et tout ça, je dois dire qu'il y a quelque chose de... moi, j'aime bien le côté peut-être un peu anthropologue de Wiseman, à vraiment chercher à aller au bout de son sujet et à présenter les différentes composantes. Et moi, j'aime plutôt bien ça dans le rapport au jardin. C'est-à-dire que ce lieu est présenté vraiment comme une forme de jardin d'Éden, avec... notamment une scène très belle de cueillette vers le début du film. On voit les commis partir aller couper des fleurs qui vont servir à une préparation. Et je sais pas, dans leur départ, moi, je sais, j'ai eu cette image assez forte de la scène du pique-nique de Van Gogh, de Piala. Voilà, comme ça, le film parvient à capter quelques effectivement moments idylliques qui vont bien avec ce lieu. Mais là où il y a un nœud, effectivement, c'est disons peut-être
le cul-de-sac, enfin pas le cul-de-sac, mais l'angle mort politique du film. Alors je vais y revenir, mais j'aimerais juste une petite incise là. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la cueillette. Et en même temps, et je trouve que c'est un peu justement parfois la faiblesse des Wiseman très très longs, un peu dernière manière, sauf Monrovia et City Hall, c'est qu'il y a une logique, tu parles d'anthropologie, c'est vrai, mais il y a aussi une logique d'exhaustivité, mais presque, il faut que ça soit là parce que ça en fait partie. C'est-à-dire que par exemple, les quelques plans sur le food truck fait par l'un des fils, ou juste le plan de l'apiculteur, pour moi, c'est des plans qui montrent que c'est là, mais en fin de compte, tu vois, ça s'intègre pas vraiment dans la logique générale. Parce qu'ils ont aussi un hôtel. L'hôtel davantage. L'hôtel davantage, tu vois, par exemple, pas trop, mais on voit effectivement quelques plans de coupe sur. L'hôtel, c'est davantage parce que par exemple, tu vois, tu as ce détail quand même. Il me semble que c'est toi d'ailleurs qui en parlait quand on discutait un petit peu du film à la sortie. C'est l'hélicoptère, par exemple. L'hélicoptère, tu vois, ça, c'est un détail qui accroche. Voilà, l'hélicoptère, c'est un détail qui accroche et donc qui, pour moi, justifie aussi quelque part ce détour-là vers le côté auberge. Et sur la question angle mort, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y aurait un peu une forme de triple angle mort, c'est-à-dire, d'abord de classe, c'est-à-dire que c'est quand même le film le plus embourgeoisé de Wiseman, et c'est pas un mal en soi, c'est-à-dire que le problème, c'est quelque chose qui ne questionne pas totalement. Il y aurait aussi une question potentiellement de diversité, c'est-à-dire à la fois c'est quand même un milieu très blanc et aussi très masculin, c'est-à-dire que les femmes essentiellement sont les serveuses, il y a une ou deux commis dans la cuisine, mais voilà, il y a quand même... Et on sert le vin aux hommes. Et il y a une segmentation quand même genrée qui est très nette et que Wiseman n'interroge pas. Et puis il y a aussi quelque chose, l'angle qu'on oublie toujours un petit peu, mais moi je ne peux pas ne pas y penser dans le film, qui est celui du spécisme, c'est-à-dire c'est pas possible en 2023 d'entendre encore des petits exploitants, des petits qui s'occupent à la fois du lait de chèvre ou de tuer les vaches ou les cochons, de dire que on traite bien les animaux, qu'on s'occupe bien d'eux, alors que le but quand même c'est soit de les exploiter, soit de les torturer, soit de les tuer pour quelque chose qui est pas absolument nécessaire, qu'est la viande. Bon voilà, point de vue qui peut être discutable, mais en tout cas ça c'est quelque chose que le film n'interroge pas du tout dans sa logique de transformation, et c'est une forme aussi d'invisibilisation qui est au cœur de la cuisine et qui est au cœur aussi de la cuisine gastronomique, qui est quand même un rituel, qui est un rituel très aristocrate, qui est un rituel qui s'applique, qui concerne des happy few. Et d'ailleurs, le personnage de Trois Gros est un peu mal à l'aise avec ça. Il y a la remarque sur le vin. Il parle aussi du restaurant de son fils, qui est un peu une auberge, un peu entre deux, qui est un espèce de truc semi-gastronomique, pas étoilé, qui est un peu plus entre guillemets à la bonne franquette, et il parle d'un endroit un peu plus décontracté. Enfin voilà, c'est-à-dire que lui-même sait pas exactement quel mot mettre là-dessus, et il y a une forme de malaise du film à cet endroit-là, enfin de malaise du moins. Il y a une forme d'impensé que vraiment le film ne s'en saisit pas du tout. Il y a un motif que travaille le film qui est celui de la propreté absolue quelque part, et aussi des surfaces, à savoir que on n'arrête pas de montrer. Enfin, Wiseman n'arrête pas de filmer des gens en train de passer l'aspirateur sur des sols qui sont déjà propres, d'essuyer des plans de travail, d'essuyer des assiettes pour que rien ne dépasse de la présentation finale, comme si la saleté était totalement laissée de côté, que c'était en fait un peu le but de ce monde-là. Et c'est vrai que ce que tu dis sur les éleveurs est juste, et Corentin Lay, qui a écrit l'article, me disait notamment quelque chose qui va dans le sens de ton commentaire sur les éleveurs et le côté spéciste du film, et qui va aussi dans cette idée de propreté du film, c'est que Wiseman a donc ce côté complétiste, anthropologue, qui veut aborder un peu tous les sujets possibles, mais il ne va pas filmer dans les abattoirs, par exemple. Alors que quelque part, d'ailleurs il l'a déjà fait dans un film qui s'appelle Mythe, ça pourrait faire partie des différents cycles de la nourriture qui est présentée dans le montre film. Les vaches broutées, d'ailleurs dans une scène qui est plutôt pas mal, où on montre comment on organise le déplacement des bovins, etc. Mais c'est vrai qu'il va pas jusqu'au bout. Et effectivement, je trouve qu'il y a peu de scènes dans le film qui échappent un petit peu à l'œil de communicant du personnage. Je me suis fait la réflexion aussi, mais il y a un risque là-dedans qui serait une forme de réflexe documentaire, qui est celui de la bonne distance du bon regard, et aussi une espèce de truc qui revient tout le temps dans la critique documentaire, qui est celui de l'accident, que même on peut un peu fantasmer. C'est-à-dire vraiment un bon documentaire, ça serait un moment où le réel déborde, échappe au regard du cinéaste ou que sais-je. Et en fait, c'est étonnant parce que Wiseman est-il vraiment un cinéaste de l'accident? C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui ressortent, je suis d'accord, dans Monrovia, dans City Hall, dans ses meilleurs films, ou même moi je pense par exemple à la scène de manifestation étudiante dans Art Berkeley, qui recomposait complètement le dernier temps du récit, qui lui donnait une espèce de vigueur que jusqu'ici il avait moins. Donc il y a toujours eu ça chez Wiseman, et en même temps c'est quand même un cinéaste
plutôt rigoureux, de l'exhaustivité. C'est pas quelqu'un qui recherche l'accident, qui recherche le témoignage ou les Il le choses faisait qui peut-être un débordent. peu à ses débuts, quand ses films étaient beaucoup plus Oui, c'est vrai. Ouais. filmés avec une caméra portée, comme ça, sur le vif. Une En tout forme cas, de pas dans le cinéma Wiseman direct dernière beaucoup manière. plus. Tu vois, Oui. je pense que ce serait un peu étonnant de lui reprocher cette espèce d'absence d'accident, alors que c'est pas du tout ce qu'il recherche, en tout cas de manière générale, dans les films de ces 15 dernières années, disons. Mais en tout cas, c'est vrai que par rapport à cette clientèle de la haute bourgeoisie, je trouvais ça étrange, en tout cas, que le cinéaste de Welfare n'interroge pas un petit peu la contradiction entre la présentation d'un lieu qui serait absolument idyllique, mais en fait réservé qu'à une certaine partie de la population. Et il le fait, donc tu as parlé de l'hélicoptère tout à l'heure, je trouve, à cet endroit-là, mais très succinctement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un héliport, enfin pas un héliport, il y a un champ, mais qui sert d'héliport dans ce lieu. Et un hélicoptère arrive donc avec sans doute un ultra riche qui vient dormir ou simplement déjeuner là. Donc il filme l'arrivée de l'hélicoptère et ensuite il entrecoupe cette arrivée de plans du personnel qui travaille au potager et de plans extrêmement bucoliques comme ça du jardin par-dessus lesquels on entend toujours le bruit de l'hélicoptère. Donc là, il y a une tricherie Wisemanienne du montage, c'est que il est assez, il fait bien, oui. et qu'il fait très bien. Il est assez logique que ces plans n'aient pas été tournés exactement au moment où l'hélicoptère est arrivé, mais là, il y a quelque part une forme de dialectique critique à montrer que voilà quelque chose qui serait extrêmement sale, à savoir un hélicoptère qui effectivement évidemment pollue énormément, arrive dans ce lieu supposément idyllique. Mais ce genre de petits gestes de mise en scène, de montage, il le fait extrêmement peu dans le film. Et finalement, moi, là où quelque part le film me perd presque totalement, j'exagère un peu, c'est dans son ultime scène, à savoir qui montre le chef, encore une fois, venir parler à des clients et en fait détailler un petit peu tout le projet presque philosophique de l'endroit, qui est de cette manière-là, il raconte un peu ce que racontait déjà le film par des moyens différents. Et c'est marrant, ça m'a fait penser à la fin de Nous, le film d'Alice Diop, qui est un beau film consacré au trajet du RER B, où d'un coup Alice Diop apparaissait dans l'image et était en train de discuter avec Pierre Bergogneau, donc l'écrivain des carnets, et ils discutaient ensemble de leur pratique et de comment la pratique littéraire de Pierre Bergogneau, qui a révélé des gens qui n'auraient jamais, qui ne seraient jamais apparus dans des textes littéraires dans son département, la Corrèze. Ça rappelait à Alice Diop son travail qu'elle faisait en banlieue en filmant des gens qui, si elle n'était pas là, ne seraient jamais montrés au cinéma. Et j'avais été très gêné par cette manière d'intégrer quelque part le dossier de presse dans la matière du film. Et là, ça arrive de nouveau, je trouve, avec cette petite prestation de Michel Troisgros, mais de façon encore plus dérangeante, puisque c'est pas Wiseman qui parle, c'est le communicant à l'intérieur du film qui est venu quelque part parasiter le film par son discours. Je suis un peu dur en disant ça, mais j'ai eu cette gêne en tout cas qui m'a traversé. Je réponds, puis je finirai sur un petit point qui me semble quand même assez emblématique, c'est que à la fois, je suis d'accord avec toi sur l'opération de communication. Je suis un peu moins sur, par exemple, la manière dont il détaille le projet architectural du lieu, parce qu'il n'y a pas d'élément de contexte dans le film. Et c'est vrai qu'on démarre en plus dans l'ancienne adresse, si je me souviens bien. Donc ça, à la rigueur, ce passage d'un lieu à un autre, qu'il l'explique, qu'il le verbalise, ça me gêne pas totalement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans tout ce que tu dis qui est très juste, et il y a un détail quand même extraordinaire. Et d'ailleurs, là aussi, je cite Corentin Lay qui en parlait à la sortie de la projection, c'est qu'il filme donc le rituel de transformation de nourriture, il filme tout ce dispositif aristocrate qui est le repas gastronomique, quelque chose de très codifié. Et il oublie quand même une étape, qui est la dernière étape, il oublie l'addition. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une blague là-dessus. Il y a une blague là-dessus d'un client qui fait moi je suis allergique à une seule chose, c'est l'addition, on la donnera à madame, voilà. Et donc il y a une mention comme ça, mais il laisse quand même hors champ, c'est vrai, les abattoirs, il laisse hors champ un certain nombre de choses et il laisse hors champ l'addition, et c'est pas complètement anodin. Enfin, il y a presque quelque chose qui est de l'ordre du lapsus à cet endroit, c'est-à-dire que on le devine un peu de biais. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu compléter la dynamique par plusieurs scènes d'addition qui auraient sans doute
été légèrement embarrassante, ce qui aurait été forcément intéressant. En tout cas, merci Josué, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atari.